Bonjour à tous, capsule juridique numéro 151 du 31 mars 2023. Je vais vous parler aujourd'hui des USA, de l'Afrique du Sud et du Royaume-Uni. Aux USA tout d'abord, dans un article du 14 mars, l'association Children's Health Defense annonçait que les procès s'accumulent alléguant que le remdesivir a tué des patients atteints de Covid. Vous vous souvenez sans doute que ce médicament commercialisé par Gilead a été acheté également en masse par l'Union européenne juste avant qu'on ne reconnaisse sa toxicité, mais l'achat était déjà fait. D'ailleurs, la question reste ouverte des centaines de milliers d'euros qui ont été utilisés pour cet achat. Il a été prescrit et administré à des milliers ou des millions de patients alors qu'il entraîne des défaillances majeures d'organes, essentiellement au niveau des reins, lesquels sont ensuite la cause des décès. Si vous lisez l'ouvrage de Robert Kennedy Jr., vous aurez aussi entre les mains toutes les données montrant que ce même médicament avait déjà été testé en Afrique sur Ebola, puis abandonné car le taux de décès était beaucoup trop important. Mais il fallait sans doute utiliser les stocks ou refaire encore un petit peu de profit. L'article dit donc ceci, je cite. Malgré des recherches montrant que le remdesivir est inefficace contre le Covid-19 et qu'il peut entraîner des taux élevés de défaillance d'organes, la FDA a autorisé l'utilisation de ce médicament antiviral expérimental contre le Covid-19 et il est toujours utilisé. John Baudouin, alors ça je vous précise que c'est un enquêteur indépendant, demande une enquête criminelle sur le remdesivir citant des données selon lesquelles il pourrait avoir tué 100 000 personnes aux USA. Il a reçu tous les certificats de décès du Massachusetts entre 2015 et 2022 et a trouvé 1840 décès en excès dus à une insuffisance rénale aiguë entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2022, qu'il pense être due au remdesivir. Une étude publiée dans The Lancet n'a trouvé aucun avantage clinique à l'utilisation du remdesivir chez les patients hospitalisés. Le gouvernement américain verse pourtant aux hôpitaux un supplément de 20% sur l'ensemble de la facture hospitalière lorsque le remdesivir est utilisé. La FDA des États-Unis a autorisé ce médicament antiviral expérimental à être utilisé en urgence contre le Covid-19 en mai 2020. En octobre 2020, il a reçu une approbation complète. Il reste le traitement principal du Covid-19 dans les hôpitaux malgré les recherches qui montrent qu'il manque d'efficacité et qu'il peut entraîner des taux élevés de défaillance des organes. Ils savent, dit l'enquêteur, ou ils refusent délibérément de savoir, dans tous les cas, il s'agit d'un homicide. L'utilisation de médicaments provoquant des défaillances d'organes comme le remdesivir n'est pas dans l'intérêt de la santé publique. Le fait que les autorités sanitaires américaines se soient concentrées sur ce médicament et sur d'autres médicaments aussi nocifs, à l'exclusion de tous les autres, y compris des médicaments plus anciens présentant des taux d'efficacité élevés et des profils de sécurité supérieurs, envoie un message très inquiétant. Des milliers de personnes sont mortes dans le Massachusetts d'une insuffisance rénale aiguë, probablement due au remdesivir. Cela nécessite une enquête criminelle, a-t-il tweeté. L'utilisation du remdesivir ne s'est généralisée qu'en 2020. Entre cette date et octobre 2021, au moins 7 491 effets indésirables ont été signalés à l'OMS, dont 560 décès, 550 troubles cardiaques graves et 475 lésions rénales aiguës. À titre de comparaison, seuls 5 674 effets indésirables ont été signalés pour l'ivermectine entre 1992 et le 13 octobre 2021. Malgré son profil de sécurité et son efficacité, l'ivermectine a été largement vilipendée pendant la pandémie. Sans oublier que le remdesivir coûte entre 2 340 et 3 120 $, alors que le coût moyen d'un traitement à l'ivermectine est de 58 $. Pensez-vous que cela ait un rapport avec la promotion du remdesivir et le dénigrement de l'ivermectine ? Je cite toujours, les liens politiques de Gilead remis en question alors que l'utilisation du remdesivir persiste. La question se pose néanmoins de savoir pourquoi le remdesivir continue d'être utilisé. En novembre 2020, l'OMS a publié un bulletin recommandant de ne pas utiliser le remdesivir chez les patients atteints du Covid-19, déclarant « Il n'existe actuellement aucune preuve que le remdesivir améliore la survie et d'autres résultats chez ces patients. Est-il possible que les solides relations politiques de Gilead aient influencé les approbations et les recommandations du gouvernement ?» Fin de citation. Dans la suite de l'article, il est en outre précisé que ce médicament a même été approuvé pour des enfants et des bébés, alors que ceux-ci, vous le savez aussi, ne meurent pas en principe du Covid. Quelques-unes des actions sont ensuite abordées. Par exemple, je cite, 2 femmes poursuivent Kaiser Permanente, je crois que c'est un système un groupe d'hôpitaux, en Californie pour avoir administré le remdesivir à leur mari sans leur consentement. Les 2 hommes sont décédés d'une insuffisance rénale et organique après avoir reçu le médicament. Un peu plus loin, en Californie, des poursuites ont été engagées au nom d'au moins 14 familles contre des prestataires médicaux pour avoir prescrit le remdesivir sans fournir les informations nécessaires à son sujet, ce qui a entraîné la mort des patients. Une autre plainte pour décès injustifié a été déposée dans le Nevada après qu'un patient soit décédé d'une insuffisance rénale et d'une insuffisance respiratoire 1 semaine après avoir reçu du remdesivir. Fin de citation, etc. Affaire à suivre, donc affaire au pluriel.
Aux USA toujours, je vous avais parlé dans une précédente capsule, la numéro 144, de la diffusion des images des événements du 6 janvier 2021 au Capitole. Suite à cette diffusion, et notamment aux images qui montraient que le fameux chaman, qui se nomme Jacob Chansley, avait été escorté tranquillement par des policiers du Capitole, qui lui avaient fait carrément une visite guidée à peu de choses près, avant de l'emmener dans l'une des salles où il avait fait une prière pour les remercier. Et bien après cet événement, donc il avait été arrêté, il était toujours en prison depuis lors, ça fait quand même 14 mois. Et certains députés avaient hurlé, alors ça fait pas 14 mois depuis le 1er janvier, enfin depuis le 6 janvier, ça fait 14 mois depuis qu'il est arrêté apparemment, et certains députés avaient hurlé qu'il fallait le tuer, donc pendant ou juste après les événements, et grâce aux images qui sont donc diffusées depuis peu, et qui montrent comment les événements se sont réellement déroulés, la presse vient d'annoncer qu'il est à présent sorti de prison. Alors apparemment il n'est pas encore tout à fait libre, puisque l'article indique qu'il aurait été, je cite, placé dans un centre de réinsertion. J'espère pour lui que ça ne durera pas, cela dit, ça le met peut-être à l'abri d'autres représailles, on ne sait pas trop, mais au moins ça évolue, donc le vent tourne. Aux USA toujours, le même Robert Kennedy et la même association Children's Health Defense annoncent également une poursuite contre Biden et d'autres défendeurs, à savoir une ribambelle d'institutions et de hauts fonctionnaires. Voici quelques-uns des défendeurs cités, donc Joe Biden, Karine Jean-Pierre. Alors Karine Jean-Pierre, si vous ne le savez pas, c'est l'actuelle porte-parole de la Maison-Blanche, la même que celle qui a déclaré hier ou avant-hier, après la nouvelle tuerie qui a eu lieu dans une école qui a fait 6 morts, dont 3 enfants de 9 ans, plus la tueuse qui est une personne transgenre. Et donc c'est Karine Jean-Pierre qui a déclaré qu'il fallait soutenir la communauté trans qui était fortement attaquée. Alors j'ai pas le souvenir qu'elle ait dit quoi que ce soit pour les victimes, j'espère qu'elle l'a fait. C'est peut-être moi qui n'ai pas entendu tous ces communiqués. Enfin bon, il y a une claire inversion des valeurs. Bref. Alors dans la procédure, on a également Xavier Becerra, qui est secrétaire du Department of Health and Human Services. On a Anthony Fauci, on a le NIAID, c'est-à-dire la structure qu'il dirige, les CDC. On a Caroline Crawford, qui est chef du département média digital, je suppose, au sein de la Maison-Blanche. On a l'USC Census Bureau. On a Alejandro Mayorkas, qui est à la tête du Department of Homeland Security, donc DHS, c'est le ministère des Affaires intérieures. On a Samantha Vinograd qui est au même DHS, on a le DHS lui-même en tant qu'institution, on a Nina Jankovic qui était à la tête de l'éphémère comité de désinformation, enfin de lutte contre la désinformation, qui sauf erreur a été supprimé ensuite, on a le département du Trésor, etc. La liste des défendeurs fait 6 pages. Je mets le lien de la plainte sous cette capsule, vous pourrez voir ça vous-même. Il s'agit essentiellement d'une class action fondée sur des violations répétées de la liberté d'expression, donc le premier amendement de la Constitution américaine, depuis le début de la crise dite sanitaire, et pour tous les sujets qui n'ont pas pu être abordés librement sur les plateformes et réseaux sociaux en raison des liens entre le gouvernement et ses compagnies privées. L'avocat qui défend Robert Kennedy Jr. et Children's Health Defense s'appelle Jet Rubenfeld, et il explique dans une vidéo l'objet de l'action. Je mets évidemment le lien de cette vidéo sous cette capsule, et j'ajoute également un lien vers un article de l'association dont je vous lis un petit extrait. Je cite. Robert Kennedy Jr. et Children's Health Defense ont déposé vendredi un recours collectif contre le président Biden, le Dr Anthony Fauci et d'autres hauts responsables de l'administration et des agences fédérales, alléguant qu'ils ont mené une campagne systématique et concertée pour contraindre les 3 plus grandes sociétés de médias sociaux du pays pour censurer les discours protégés par la Constitution. Kennedy, Children's Health Defense et une autre plaignante, qui s'appelle Connie Sampognaro, ont déposé la plainte auprès du tribunal de district américain dans l'ouest de la Louisiane, au nom de plus de 80% des Américains qui accèdent aux actualités des agrégateurs d'actualités en ligne et des sociétés de médias sociaux, principalement Facebook, YouTube et Twitter. Les plaignants allèguent des hauts fonctionnaires du gouvernement, ainsi qu'une armée sans cesse croissante d'officiers fédéraux à tous les niveaux du gouvernement, de la Maison-Blanche au FBI, en passant par la CIA et le département américain de la sécurité intérieure, à des niveaux inférieurs, des agences fédérales bien connues ont incité ces entreprises pour étouffer des points de vue que le gouvernement désapprouve, pour supprimer les faits que le gouvernement ne veut pas que le public entende et pour faire taire des orateurs spécifiques et dans tous les cas des critiques de la politique fédérale que le gouvernement a nommément ciblée. Kennedy, président et conseiller juridique en chef de Children's Health Defense, a déclaré que la démocratie américaine elle-même est en jeu dans cette affaire. Le juge de la Cour suprême des États-Unis a déclaré dans une précédente affaire que la censure reflète le manque de confiance d'une société en elle-même, c'est la marque d'un régime autoritaire, il viole également la Constitution.
La collaboration entre la Maison-Blanche et les bureaucrates des agences de santé et de renseignement pour faire taire les critiques des politiques présidentielles est une attaque contre la pierre angulaire la plus fondamentale de la démocratie américaine. L'argument du procès repose sur le principe de Norwood, un principe de droit constitutionnel qui dit que le gouvernement ne peut pas inciter, encourager ou promouvoir des particuliers à accomplir ce qu'il est constitutionnellement interdit d'accomplir. Selon les plaignants, le gouvernement américain a utilisé les sociétés de médias sociaux comme mandataires pour censurer illégalement la liberté d'expression. Fin de citation. Un peu plus loin dans l'article, je cite à nouveau, les demandeurs ne réclament pas de dommages et intérêts. Au lieu de cela, ils demandent une déclaration selon laquelle ces pratiques des agents fédéraux violent le premier amendement et une injonction nationale contre les efforts du gouvernement fédéral pour censurer les discours en ligne protégés par la Constitution. La plainte pointe vers une décision de la Cour suprême qui a déclaré que les plateformes de médias sociaux sont la place publique moderne et fait valoir que tous les Américains qui accèdent aux informations en ligne ont un droit au premier amendement contre la censure de la parole protégée sur cette place publique. L'avocat, donc Jed Rubenfeld, a expliqué pourquoi le procès avait été déposé en tant que class action. Je cite, « Les plateformes de médias sociaux sont la place publique moderne. Pendant des années, le gouvernement a fait pression, promu et incité les entreprises qui contrôlent cette place publique à imposer le même type de censure que celui qui est interdit par le premier amendement. Ce procès conteste cette campagne de censure et nous espérons y mettre un terme. La vraie victime est le public. C'est pourquoi nous avons intenté cette poursuite en tant que recours collectif au nom de tous ceux qui accèdent aux nouvelles des médias sociaux. » Fin de citation. L'article va détailler ensuite tous les sujets qui ont été l'objet de cette censure systématique, donc l'origine du virus, les vaccins, etc., enfin les injections plutôt, etc. Et il se termine dans ces termes, je cite à nouveau, la présidente du Children's Health Defense, Mary Holland, qui est également avocate, a déclaré, je cite, « Si le gouvernement peut censurer ses détracteurs, il n'y a aucune atrocité qu'il ne puisse commettre. Le public a été privé d'informations véridiques sur la vie ou la mort au cours des 3 dernières années. Ce procès vise à mettre fin à la censure gouvernementale comme il se doit, car elle est illégale en vertu de notre Constitution. Le procès demande au tribunal de leur interdire de manière permanente de prendre des mesures pour exiger, exhorter, faire pression ou autrement inciter toute plateforme de médias sociaux à censurer, supprimer, déplatformer, suspendre, interdire, débooster, restreindre l'accès à un discours protégé par la Constitution ou prendre toute autre mesure défavorable à l'encontre d'un orateur, d'un contenu protégé ou d'un point de vue exprimé sur les réseaux sociaux. » Fin de citation. Je mets également sous cette capsule le lien vers la plainte elle-même qui fait 120 pages et est évidemment parfaitement argumentée. Alors je n'ai pas lu en détail, mais ce que j'en ai lu était évidemment très bien. Au Royaume-Uni, un article fait état de douzaines de familles victimes des effets des injections AstraZeneca qui lancent des procédures. Il est question de 73 plaignants au total après des effets secondaires ayant entraîné soit la mort de leurs proches, soit des dommages à long terme. L'article prend soin de dire qu'il s'agit d'effets très rares, donc il reste encore un peu de travail à faire avec ce média-là également, mais au moins il parle de la procédure et je vous mets un lien sous cette capsule à ce sujet. En Afrique du Sud, une procédure a été engagée devant la Haute Cour d'Afrique du Sud par une association de défense des droits de l'homme, Freedom Alliance of South Africa. Elle est soutenue par le cardiologue Asim Malhotra, qui est de nationalité britannique mais d'origine indienne, et qui sert d'expert médical dans cette procédure. Un petit extrait de l'article annonçant cette affaire, je cite, « Les avocats représentant le groupe de défense des droits de l'homme Freedom Alliance of South Africa indiquent que la demande d'examen a été déposée lundi auprès de la Haute Cour d'Afrique du Sud à Pretoria, accompagnée d'une analyse de données réelles qui montrerait une association avec une augmentation des décès dus à des causes liées ou non au vaccin Covid chez les personnes vaccinées par rapport à celles qui ne le sont pas. L'association a demandé au tribunal de réexaminer et d'annuler l'autorisation des vaccins Pfizer au motif qu'elle était illégale. Si elle aboutit, cette action pourrait entraîner le retrait des vaccins ARN messagers Covid du marché sud-africain et avoir des répercussions au niveau mondial. Après une évaluation critique de la littérature et des données des essais Pfizer, les preuves sont sans équivoque, a déclaré le docteur Malhotra. Pour l'écrasante majorité des gens, le vaccin ARN messager de Covid de Pfizer est beaucoup plus nocif que bénéfique et n'aurait probablement jamais dû être autorisé à être administré à un seul être humain, a déclaré le docteur Malhotra, qui a lui-même reçu 2 doses de vaccin et qui soutient aujourd'hui la mise en demeure. Je trouve alarmant que les autorités locales encouragent la vaccination des jeunes enfants dans ces circonstances. Le lancement des vaccins Pfizer devrait, à mon avis, être interrompu dans l'attente d'une enquête complète sur la manière dont nous avons pu nous tromper à ce point. Il s'agit là sans aucun doute d'une décision responsable et éthique, a-t-il déclaré. Cette association est défendue par une avocate nommée Erin Diane Richards et précise l'article est soutenu également par d'éminents professionnels de la médecine et de la science du monde entier. L'association attend à présent qu'une date soit communiquée pour une première audience.
Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je termine par une petite citation. Je cite: Seuls les plus petits secrets ont besoin d'être protégés. Les plus gros sont gardés par l'incrédulité publique. Fin de citation. C'est attribué à un certain Herbert Marshall McLuhan. Et comme j'avais jamais entendu parler de ce monsieur, j'ai été chercher de qui il s'agit. Eh bien, il s'agit d'un monsieur qui est né en 1911 et décédé en 1980, qui était un professeur d'anglais, un philosophe de la théorie de la communication et un intellectuel public. Et on nous dit, son œuvre est considérée comme l'une des pierres angulaires de l'étude de la théorie des médias et des applications pratiques dans les secteurs de la publicité et de la télévision. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Ça sort vraiment de tous les côtés. Désolée, j'ai bafouillé, mais je suis fatiguée. Ça fait 3 fois que je recommence la capsule, donc ce ne sera pas parfait, mais ça ira comme ça. Et je vous souhaite une très bonne journée. Tenez bon, bon week-end et à très bientôt. Au revoir.